ロックス海賊団とは、大昔、海賊島八の巣にて、メンバーは船長ロックスを筆頭に、若き日の白ひげ、ビッグマム、カイドウ、かつてロックスという野心家が世界の王を目指し、世界のタブーに触れすぎたためにその存在を示す情報は今に残らず、ロジャーにとっても最初にして最大の敵だったのかもしれんが、ロックスのフルネームはロックス D ジーベック。デイビーバックファイト？おい、お前知らねえのか？喧嘩じゃねえ。デイビーバックファイトは海賊のゲームだ。そうよ。海のどこかにあるという海賊たちの楽園。海賊島でその昔生まれたというゲーム。デイビー・ジョーンズって誰だ？悪魔に呪われて深い海底に今も生きているという昔の海賊よ。どこへ行こうと逃げ場はねえぞ。ぜあImaginez une nuit sans lune où les mers se figent et qu'un grondement venu d'un autre âge réveille les abysses. L'ombre de Rox d'Ixébec, père oublié de Barbe Noire, se lève pour la première fois à nos yeux afin de réclamer le monde. Nul phare n'éclaire la route qui mène de la ruche à God Valley. Seuls d'anciens murmures parlent d'une volonté indomptable, d'un fruit qui avale la lumière et d'un trésor si sacrilège qu'Imo lui-même voulut l'ensevelir dans le silence. Mais le silence se craquelle, car un triple destin, tissé par Davy Jones, par Rox et par Teach, refait surface comme un écho que l'histoire n'a pu noyer. Ce soir, nous suivrons les sillages interdits, là où les coups d'épée de Xébec ébranlaient les montagnes, où les cris d'un roi géant résonnaient parmi les nuages noirs, et où un enfant en pleurs, abandonné dans la neige, jurait de brandir l'obscurité à main nue. Les portes de la justice se rouvrent, les secrets qu'on croyait perdus triment hors des ténèbres, prêts à dévorer la lumière. En cliquant sur cette vidéo, vous avez déjà franchi le point de non-retour. Fermez les écoutilles, retenez votre souffle et laissez-vous happer. Car les révélations de cette traversée ne relâcheront personne avant le dernier battement de la cloche. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si vous appréciez One Piece et mon contenu, manifestez votre soutien en partageant, en vous abonnant à ma chaîne, en activant la cloche et en laissant un petit commentaire. N'hésitez également pas à faire un tour sur mes comptes TikTok, Instagram et Twitter. Chaque geste est un acte gratuit qui contribue à l'épanouissement de notre communauté et récompense l'effort colossal déployé pour créer ces vidéos. Merci à tous ceux qui le feront. Allez, bonne vidéo. 昔とはいえ、四皇と呼ばれることになる3人を率いた男がいたなんて。 Pirate légendaire du passé, Rox d'Ixébec était le père de Barbe Noire, l'un des 4 empereurs. Contemporain de Goldie Roger, il commandait les Rox Pirates, un équipage qui comptait de futurs empereurs tels que Kaido, Big Mom et Barbe Blanche. Il comportait également des figures mythiques comme Shiki le Lion d'Or ou le Capitaine John. Son histoire, presque effacée par le gouvernement mondial, décrivait un homme impitoyable, animé d'une ambition dévorante, résolu à devenir le roi du monde. Cet équipage était considéré comme une véritable organisation terroriste, comme le mentionne Sengoku. Il y a 56 ans, lors d'une rêverie, Rox d'Ixébec fit couler le sang d'un amiral de la marine, se dressa devant Imu qu'il menaça d'un retour inéluctable, enleva 5 monarques sous les yeux du monde, proclama la guerre au gouvernement, éventra l'une des portes de la justice et dépouilla les dragons célestes de navires et de fortune. Il croisa également le fer avec le géant antique Harald. 8 ans plus tard, soit il y a 48 ans, on le vit fouler les terres d'Elbaf cherchant Harald sur son propre sol afin de l'inviter à le rejoindre pour l'aider à prendre le contrôle du monde. Mais le roi a refusé pour préserver la confiance des autres nations. 4 ans plus tard, soit 44 ans avant le présent, Rox et son groupe d'élite de voyous exécutèrent leur plan et pour la première fois, le drapeau des pirates de Rox s'est mis à flotter. Enfin, il y a environ 38 ans, au cœur de l'incident de God Valley, il affronta l'alliance inattendue de Monkey D. Garp et Goldie Roger, vaincus au prix d'une bataille titanesque. Il périt tandis que l'île disparaissait des registres, laissant Garp auréolé du titre de héros des marines, et son propre nom fut effacé de l'histoire. Les paroles de Gaban qui reconnaît le haki de Imu
laisse entendre que ce dernier est également intervenu lors de cet incident et qu'il pourrait être aussi à l'origine de sa défaite. Le chapitre 1154 révèle que Rox d'Ixébec est bel et bien le père de Marshall D. Teach. Cette information éclaire toute une chronologie restée floue. Il y a 40 ans, naît Teach, tandis que son père, alors âgé d'environ 36 à 40 ans selon moi, disparaît 2 ans plus tard lors de l'incident de God Valley. Sur un dessin d'Oda, on aperçoit Barbe Noire enfant pleurer seul dans la neige. Il semble avoir entre 7 et 10 ans. À 12 ans, il rejoint Barbe Blanche à bord du Moby Dick, et une trentaine d'années plus tard, règne comme empereur des mers. Cette trajectoire suggère que Rox a abandonné son fils dès la naissance. Les tourments de Teach pourraient donc provenir de cette rupture, aggravée par la traque gouvernementale visant tout descendant d'un ennemi jugé trop dangereux, un sort qui rappelle celui du fils de Goldie Roger. Pour se protéger, la mère de Teach que Oda nous a révélée, et que je pense être la mère adoptive, aurait finalement laissé un enfant derrière elle, fuyant ainsi avec ses 2 filles afin d'échapper au même harcèlement. Pas à pas, Teach réécrit l'itinéraire de son père. Devenu maître de la ruche, il brandit l'ambition intacte de soumettre le monde, ressuscitant le rêve avorté de Rox. Pourchassé dès l'enfance et résolu à parfaire l'œuvre paternelle, Barbe Noire se dresse aujourd'hui comme la chair et l'âme du spectre de Rox d'Ixébec. Les motivations de Rox se précisent grâce au chapitre 1155, qui relate les événements qui se sont déroulés 56 ans avant l'intrigue, durant la rêverie où il rencontre le roi Harald pour la première fois. Sa présence à cette assemblée réservée aux monarques affiliés au gouvernement mondial n'est pas due à une invitation en tant que roi, mais simplement à des actions malfaisantes effectuées en tant que futur pirate. Mais le fait le plus important est qu'on apprend que Rox s'est révélé être un admirateur de Davy Jones. Pour les éléments qui vont suivre, je me suis appuyé sur les recherches de la chaîne Les Yeux de Gaimon. Je vous encourage vivement à découvrir son travail, tous les liens étant disponibles en description. Dans les SBS du tome 38, sorti en 2007, Oda parle de Davy Jones. Davy Jones était un pirate avide et malhonnête, connu pour cacher les trésors de l'équipage dans son propre casier. Sa cruauté était telle que le diable le condamna à vivre au fond de la mer, à bord d'un navire coulé. Depuis, l'expression « mets-le dans le casier de Davy Jones » veut dire « envoie-le au fond de la mer ». Figure quasi mythique, Davy Jones semblerait provenir du siècle oublié. Sa présence tenace dans les récits, mêlée à son absence totale des archives, évoque le sort réservé à Joy Boy ou Nika. L'ancrer dans cette ère taboue éclaire donc la rareté des informations, fruit d'une censure qu'Imu imposa, comme on le verra plus tard, et fait vibrer l'idée d'une volonté clandestine ayant survécu de Davy à Rox d'Ixébec, puis à Marshall D. Teach. Mais comment un pirate, que même Oda décrit comme cruel, aurait-il pu attirer la colère du diable lui-même? La réponse est simple. Il nourrissait une ambition absolue, celle de dominer le monde, tout comme Rox d'Ixébec ou Barbe Noire après lui. À travers ce prisme, on comprend mieux pourquoi Rox vouait une admiration particulière à ce grand pirate. Son ambition démesurée ne serait pas née de nulle part, mais héritée de ce modèle maudit, dont il aurait embrassé la vision, mais surtout prolongé la volonté. Et donc, par conséquent, Davy Jones serait un D. C'est cohérent, Rox est l'un des pirates les plus puissants et les plus redoutés de tout l'univers de One Piece. Mais Davy Jones, lui, n'a pas besoin d'infamie. Ce qu'il recherche, c'est simplement la richesse, et pour cela, seule la force lui suffit. Imaginez un homme comme lui découvrant l'existence d'un trésor inimaginable. Avec une telle puissance, pourquoi ne serait-il pas tenté de tout revendiquer? Eh bien, c'est exactement ce qu'il aurait fait. Poussé par une soif insatiable d'or et de pouvoir, il a fini par atteindre son objectif ultime, s'emparer d'un trésor si grand et surtout si important aux yeux d'Imu que sa découverte aurait sans doute provoqué la colère du dieu de ce monde. Alors, selon la légende, Imu, figure diabolique, l'aurait vaincu en combat singulier, puis banni dans les profondeurs de la mer, dans le fameux casier de Davy Jones, avant de l'effacer de l'histoire, comme il le fera plus tard avec Rox. Dans le chapitre 306, Robin révèle que le Davy Backfight, inventé jadis par Davy Jones sur l'île de la Ruche, oppose des équipages de pirates qui se dépouillent mutuellement de leurs matelots au fil des défis successifs. Le passage en précise 3 règles. 3 manches obligatoires, 3 pièces lancées avant l'ouverture des hostilités, et 3 commandements auxquels le perdant doit obéir. One Piece est centré sur la volonté. Les volontés qui changent le cœur du monde de One Piece sont celles de ses personnages et de ceux qui les perpétuent. L'omniprésence du chiffre 3 dans ce jeu résonne ainsi avec Barbe Noire, intrinsèquement liée à ce nombre. Cela suggère que le triple motif devient la transmission cryptée de la volonté de Davy Jones, relayée par Rox d'Ixébec avant de s'incarner à nouveau dans Marshall D. Teach. Rox d'Ixébec, fasciné par le personnage de Jones, s'en est servi pour recruter des hors-la-loi sans même former d'équipage fixe, laissant déjà entendre qu'il transmettait plus qu'une simple règle, une volonté de conquête.
La ruche fut d'abord le refuge de Davy Jones, avant de devenir le bastion des Rox pirates, puis, des décennies plus tard, le quartier général de Barbe Noire. Ce triple héritage trace un arc d'ambition interrompu. Jones en posa les fondations, Rox imitant son idole s'en empara à son tour, et Teach revint s'y couronner dans la lignée de ses prédécesseurs. Cette fidélité obstinée à la même île constitue une preuve tangible que Marshall D. Teach, tout comme Rox avant lui, porte et prolonge la volonté de Davy Jones. Je vous encourage vivement à découvrir la théorie de la chaîne Les Yeux de Gaimon consacrée à la lignée de Teach, où les liens entre celui-ci et Davy Jones sont explorés avec une profondeur accrue. Envisageons à présent la question des fruits du démon de Rox, car pour moi, à l'image de son fils, il aurait très bien pu en dévorer 2. Dès lors que l'on admet que Barbe Noire, héritier direct de Rox d'Ixébec, doit son corps singulier à son ascendance, il paraît cohérent d'attribuer la même particularité au père. Pourquoi ce dernier se serait-il imposé une limite que son sang contredit? Armé d'un duo de fruits, renforcé par un acquis d'exception, Rox aurait naturellement atteint sa stature légendaire qui fait encore trembler les océans. Quel pouvoir Rox d'Ixébec aurait-il pu s'approprier? Partons des hypothèses les plus plausibles pour glisser vers les plus extravagantes en examinant chaque fruit du démon l'un après l'autre. D'abord, observons ses prouesses connues. Ses coups d'épée faisaient voler les alentours comme sous l'impact d'un marteau titanesque ou d'un tir de canon. Cette force phénoménale ouvre 3 pistes. Un fruit encore inconnu, amplifiant les ondes de choc, ou l'opéopénomie maniée de façon inédite. La piste d'un fruit encore inconnu demeure la plus cohérente. Les pouvoirs attribués à Rox restent trop nébuleux pour être rattachés avec certitude à un fruit du démon déjà répertorié. Mais cette incertitude ne saurait nous dissuader d'explorer ardemment la question. La montagne tranchée et la posture de sa main, qui évoque la gestuelle de l'eau lors de ses débuts, pourraient être des indices subtils qu'Oda aurait placés pour laisser entendre que Rox aurait croqué l'opéopénomie. De plus, les facultés révélées au chapitre 1155 coïncident avec celles de ce fruit. Je reste néanmoins sceptique, mais soumets l'hypothèse au cas où elle s'avérerait juste. Ensuite, c'est au chapitre 1096 que la bataille de God Valley dévoile une toile sombre. Tandis que les pirates de Rox abordent l'île, leur navire surmonté d'un crâne menaçant se métamorphose sous un nuage noir au moment même où Rox prend la parole. Comme si son pouvoir s'exhalait dans l'air. Les ténèbres qui l'enveloppent paraissent moins atmosphériques que démoniaques. Écho du Yami Yaminomi, dont son successeur, Barbe Noire, use avec une détermination similaire. Ce tourbillon sur leur Jolly Roger, loin d'être décoratif, reflèterait ainsi la nature abyssale de ce fruit. Les parallèles abondent. Navire baptisé Sabre de Shebec, reprise de la ruche, ambition de domination mondiale. À chaque pas, Teach marche dans l'ombre de son père, cherchant non seulement à l'égaler, mais à le surpasser, collectant même le pouvoir du Yami Yaminomi pour hisser son règne au-delà de celui de son modèle. De plus, c'est quelques pages plus loin qu'une scène capitale se dévoile sous une ambiance lourdement chargée de nuages noirs. Cette atmosphère pourrait bien être l'œuvre du Yami Yaminomi qui zèbre cet obscur tableau qui semble jaillir d'une confrontation titanesque entre Roger et Xébec qui se joue en son cœur comme les dialogues le laissent entendre. Ajoutons une couche de mystère à cette analyse. Sur cette même case, le narrateur proclame « Cet incident sera effacé dans les ténèbres de l'histoire ». Cette mention des ténèbres de l'histoire ne se contente pas de souligner le caractère oublié ou occulté de l'événement, mais évoque aussi de manière presque littérale le pouvoir même du Yami Yaminomi. Ce commentaire pourrait donc bel et bien être un indice subtil et calculé laissé par l'auteur, insinuant que Xébec était lui-même le détenteur originel de ce fruit. Ensuite, rien n'atteste que Barbe Blanche détenait déjà le Gura Guranomi à l'époque de God Valley. Il demeure donc parfaitement plausible que Rox en ait été le premier possesseur. Cette possibilité éclaire à la fois son aura de force légendaire et l'effacement mystérieux de l'île de God Valley, citant que ce pouvoir ait été libéré durant l'incident, à moins qu'Imu n'en soit l'instigateur. Le scénario bouclerait ainsi la boucle. Barbe Noire n'aurait fait que reprendre, à Marineford, le fruit jadis arraché à son père, après que Barbe Blanche l'eût simplement conservé quelques décennies. Une autre piste serait le Barabaranomi. Rox d'Ixébec aurait, grâce à ce pouvoir, morcelé sa propre âme pour en glisser un éclat dans son héritier, prolongeant ainsi son existence au-delà de la mort. Ce fait éclaire le choix d'Oda. Dès son entrée en scène, le faire découper une montagne fournit une preuve éclatante de sa puissance. Mais le S-Hawk, comme d'autres avant lui, s'est déjà illustré par un tel exploit. Pourquoi alors recourir à un geste en apparence si élémentaire pour un personnage aussi mythique, si ce n'est pour introduire discrètement la capacité de son fruit? Beaucoup supposent que Barbe Noire abrite plusieurs âmes, théorie qui expliquerait sa faculté sans précédent d'engloutir plusieurs pouvoirs et de tourner en dérision les lois établies de One Piece. Imaginons alors que 2 ans avant sa chute, Rox ait scindé son âme, la fractionnant grâce au Barabaranomi
pour en dissimuler un fragment dans son fils, assurant sa survie si le pire advenait. Ici, deux voies se dessinent. Peut-être a-t-il laissé ce fragment vide de démon pour servir de réceptacle au second pouvoir de Teach, permettant à ce dernier une prouesse unique, ou bien ce morceau d'âme abriterait encore le fruit originel, devenant en secret le troisième pouvoir de Barbe Noire enfui depuis toujours. Les fruits du démon renaissent à la mort de leur hôte, mais qu'en est-il lorsque l'hôte ne disparaît pas tout à fait et qu'une étincelle du démon se détache? Le fruit pourrait se réincarner malgré tout. Deux fruits identiques ne coexistent pas, mais deux pouvoirs, eux, le peuvent. Les smiles et les recherches de Vegapunk sur le facteur de lignée l'attestent. C'est ici que Baggy pourrait jouer un rôle décisif, car par une ironie du destin, lui seul, maître du Barabara Nomi, serait capable de trancher les liens qui unissent Barbe Noire à ses pouvoirs démoniaques et à l'âme de son père, mettant fin à l'héritage obscur de Rox. Pour conclure, rappelons une hypothèse que de nombreux lecteurs relativisent, mais que les éléments récents confortent. Xebec n'aurait jamais goûté au moindre fruit du démon, puisant toute sa puissance dans un haki titanesque et dans une maîtrise martiale sans égale à l'instar de Roger. Nous avons remonté la piste d'une volonté séculaire, des abysses du casier de David Jones jusqu'aux ténèbres qui engloutirent God Valley, pour découvrir qu'un seul souffle anime encore cette légende, celui de Rox, transmis à Teach comme une braise prête à consumer le monde. Rox qui défie Imu, Teach qui réanime son rêve, le triple héritage de la ruche, et ses fruits interdits qu'un seul corps serait né pour abriter, tout converge vers un pavillon noir, agité d'un tourbillon rappelant l'abîme et l'écho d'une épée capable de fendre la mer. Reste cette question, si l'histoire refuse de mourir, que deviendra le monde lorsque la braise de Rox se changera en brésier? Son royaume fantôme n'attend peut-être qu'un souffle pour réapparaître, et quelque part, un enfant pleure encore dans la neige, prêt à repeindre le ciel des ténèbres. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo qui a exigé un investissement conséquent, donc merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a captivé, n'hésitez pas à exprimer votre appréciation en likant, partageant, en vous abonnant à ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un commentaire, et je vous invite également à explorer mes comptes TikTok, Instagram et Twitter. C'est gratuit, cela me fait plaisir, et cela contribue à l'essor de notre communauté. Un grand merci à ceux qui prendront le temps pour tout cela, et salut!